Troisième et dernière table ronde qui porte sur les nouveaux usages et les nouvelles semences. Donc les pratiques agronomiques évoluent pour répondre aux enjeux agricoles, mais également pour répondre aux attentes sociétales. Et pour en parler, bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Vincent Béguier, Nicolas Dagorne et Julien Bournaison. Vous pouvez passer. Bonjour messieurs, je vous invite à... Alors, un petit tour de table. Donc, Vincent Béguier, vous êtes directeur général d'Agri-Obtention. Tout au bout, nous avons Nicolas Dagorne, qui est ingénieur R&D bioressources chez Arvalis. Et Julien Bournaison, donc vous êtes agriculteur et président d'Eurocem, qui est une entreprise semencière du groupe Ceresia. Alors, on l'a vu dans la première table ronde, le réchauffement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, bon, c'est au cœur des préoccupations, on en a beaucoup parlé. Dans ce domaine, l'agriculture est souvent montrée du doigt, et pour autant, elle fait partie intégrante de la solution. Alors, on a parlé de captation de carbone, on a parlé de méthanisation, on va revenir avec vous sur ces sujets. On va peut-être commencer par le sujet de la méthanisation, avec vous, Nicolas Dagorne. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour à tous. Donc, la méthanisation, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement un procédé biologique qui conduit à la production de biogaz. Et ce biogaz est composé à 55% de méthane et à 45% de CO2. Et il y a un petit pourcentage aussi d'autres gaz. Alors, ce procédé biologique, on le trouve à l'état naturel dans le rumen des vaches, par exemple, mais par exemple aussi dans les marais poitevins. Il y a du méthane qui se produit dans les sous-sols et c'est les bulles qui s'enflamment sur les vidéos qu'on peut voir sur Internet. Donc ce procédé biologique, pour le contrôler, on met en place des unités de méthanisation. Donc c'est de grandes cuves qui sont couvertes, dans lesquelles on met un certain nombre de substrats qui sont soit des lisiers, des fumiers, des déchets de l'agroalimentaire, des déchets urbains, ou alors des cultures. On peut parler soit de cives, donc de cultures intermédiaires à vocation énergétique, ou de cultures dédiées selon la terminologie. Et dans quelle mesure il est important d'inscrire ces projets au niveau d'un territoire? Alors, effectivement, le développement de la méthanisation, comme je l'ai dit, se fait en lien avec les substrats qui sont disponibles. Et pour ces substrats, la part de la production agricole est non négligeable et importante. Et sera de plus en plus importante si on veut renforcer l'autonomie en gaz au niveau national. Donc la méthanisation fera partie du mix énergétique et l'agriculture prendra sa part sur l'approvisionnement de ces méthaniseurs. Et donc, pour assurer le fonctionnement de ces méthaniseurs, il faut réussir à bien mettre en équation la disponibilité des intrants et le fonctionnement de l'unité. Et donc, si on est amené à faire déplacer trop de matière à l'échelle nationale ou du territoire, et cela paraît absurde. Alors, donc c'est là où il faut bien avoir une concordance avec le territoire. D'accord. La vocation première de l'agriculture, c'est quand même la production alimentaire et non la production d'énergie. On voit déjà le débat arriver. Comment arriver à concilier les deux? Oui, on l'a vu arriver avec les deux tables rondes précédentes. Effectivement, l'agriculture reste à vocation alimentaire. Ça l'a été précisé tout à l'heure. Je pense que le débat, il est déjà fait. Dans ce cadre-là, où se place la production de biomasse pour de l'énergie, dont la production de biomasse pour faire de la méthanisation, elle doit venir sans concurrencer les cultures alimentaires et venir s'insérer au mieux dans les systèmes de culture. Donc cela dépendra du territoire, on l'a évoqué tout à l'heure, donc des systèmes de culture. Essayer de mettre en place les cibles, donc les cultures intermédiaires, pour essayer de valoriser en biomasse et limiter l'impact de ces cultures intermédiaires sur la culture alimentaire. Alors, à vocation énergétique, les cives. À vocation énergétique. En essayant de trouver ce compromis entre production de biomasse pour de l'énergie et impact sur les cultures alimentaires. Alors, on peut peut-être détailler un peu plus les avantages de ces fameuses cultures intermédiaires à vocation énergétique, ces fameuses cives. Oui, donc ces cives, donc culture intermédiaire à vocation énergétique, donc c'est une définition. Alors je vais pas développer la définition puisqu'on est en attente qu'elle soit redéfinie. Alors une année d'élection, on est peut-être favorable à voir aboutir à la fin de l'année une nouvelle définition, mais on l'attend.
Donc c'est une culture intermédiaire qui vient s'intercaler entre deux cultures alimentaires. Et donc l'objectif de ces cultures intermédiaires, donc, c'est d'avoir les mêmes services qu'on peut avoir sur des couverts agronomiques ou des CIPAN, des couverts réglementés, c'est-à-dire couvrir les sols, capter de l'azote, ou on peut aussi parler du carbone, stockage de carbone. On peut aussi parler, si on a des mélanges avec des plantes mellifères, d'assurer l'approvisionnement de tous les insectes pollinisateurs. Donc il y a tous ces avantages des cultures intermédiaires qui vont être retrouvés dans les cives, à condition que les pratiques soient bonnes. Alors, il peut peut-être y avoir une crainte des agriculteurs d'avoir une diminution des teneurs en matière organique des sols. Comment est-ce qu'on pallie Oui, ça? effectivement, il y a souvent la question et la crainte de l'évolution du carbone et de la matière organique, parce qu'avec la méthanisation, on exporte la matière et en plus, on produit du gaz. Donc le gaz, c'est en partie du carbone, donc on sort du système du carbone. Alors ce que je n'ai pas dit dans la méthanisation, c'est qu'à la fin, on a quand même un digestat, un résidu qui est en fait entraînalisé à un compost. Hein, c'est un produit résiduaire organique, pour utiliser le terme technique, qui est en fait un bon amendant ou un bon fertilisant suivant sa composition. Sa composition étant variable suivant l'unité de méthanisation, les composants, etc. Mais on a une partie de restitution de ce carbone qui peut être fait par ce digestat. Et le digestat apporte un carbone stable, un carbone qui est déjà dégradé, donc qui va contribuer pour la grande majorité au stockage du carbone et de la matière organique dans les sols. Si je compare par exemple à un couvert, le couvert, quand il va être restitué au sol, eh ben, il y avait une dégradation biologique, et donc une émanation de gaz, de CO2, par l'activité biologique. Donc tout ce carbone qui est émis lors de la destruction d'un couvert ne contribue pas au stockage de matière organique. Alors que le digestat, le carbone qui est apporté, contribue fortement au stockage de matière organique. Et quand on produit des cives, eh ben on n'exporte pas tout, il reste des pailles, il reste les racines. Et en fait, ce volume de paille et racines est équivalent à un couvert à 2 à 3 tonnes, un couvert classique que peuvent faire les agriculteurs. J'imagine que vous avez des attentes également en matière de semences. Oui, effectivement, c'est un nouvel usage, donc il y a des besoins. Les besoins sont si on regarde l'ensemble, on est dans la commission Serapa, mais si on regarde l'ensemble des besoins, c'est déjà trouver de nouvelles espèces qui permettent de maximiser l'ensemble des services. Parce que si on cherche à avoir une production de biomasse durable et qui respecte l'ensemble des contraintes environnementales de production, eh ben, on va chercher à maximiser l'ensemble des services qu'on a évoqués. Donc trouver des espèces pour essayer, par exemple, de casser un peu les cycles céréaliers. Actuellement, on voit l'introduction de sucre souvent en monoespèce céréalière, souvent le seigle, mais on peut se poser la question de continuer à rester sur des systèmes céréales sur céréales sur céréales. Et on est en train de chercher pour trouver d'autres espèces pour venir casser ces cycles ou des mélanges pour commencer à casser ces cycles céréaliers et trouver des solutions sur les questions de désherbage, sur les questions de ravageurs, par exemple. Donc il y a ces besoins-là, et si on reste sur les céréales, les besoins, eh ben, c'est avoir des couverts productifs pour exporter un maximum de biomasse, et en même temps limiter l'impact sur la culture alimentaire. Et là, on va parler de précocité, c'est-à-dire trouver des couverts précoces à forte production de biomasse pour pouvoir aussi implanter une culture suivante sans impacter la production alimentaire. Et là, derrière ces notions de précocité, les semenciers savent bien, il y a des précocités épiaison, mais par rapport à la précocité montaison, où on en est, et derrière, c'est des impacts par rapport au gel. Le gel qu'on a eu, est-ce que les espèces précoces vont être plus ou moins impactées? Donc il y a tout un tas de nouvelles variétés
à développer pour répondre à ces enjeux. Alors, vous évoquiez les couverts. Je vais me tourner vers vous, Vincent Béguier. Agri-Obtention développe des innovations variétales dans une orientation agroécologique. Concernant les couverts qui, on l'entend, deviennent incontournables, quelles solutions est-ce que vous préconisez pour les améliorer? Bonjour à tous. Vaste question quand on le resitue par rapport au débat qu'on vient d'avoir juste avant. Quand on parle de couverts, moi je préfère parler de plantes de service. Donc le sujet des services que doivent rendre ces plantes, et donc arbitrer sur les services. Donc avant cette crise que nous connaissons, on parlait de plus en plus de services écosystémiques, donc des fonctions autre que la fonction de production. Là, on se rend compte qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir réinterroger les plantes de couverture végétale sur les sujets aussi autour de la production, et notamment sur la fourniture d'azote. Donc voilà, c'est autour de ce sujet-là. Et puis, comme vous le disiez, aussi des fonctions par rapport à des questions de services environnementaux, comme le stockage de carbone, comme la biodiversité. Voilà. Donc, je n'ai pas de solution à préconiser, si ce n'est que on a plutôt aujourd'hui des couverts qui sont utilisés pour faire des réponses réglementaires, donc c'est le fameux CIPAN, où on va plutôt chercher à avoir des coûts très faibles à l'hectare, et puis à répondre juste à une réponse réglementaire, et donc développer des couverts pour apporter des réponses agronomiques, et puis des multiservices écosystémiques. Je crois que c'est vraiment vers là qu'il faut aller, et on doit plutôt aller vers des mélanges d'espèces, et notamment travailler beaucoup la question des légumineuses, et d'introduire des légumineuses dans la rotation, puisqu'on peut les introduire par la culture principale, mais aussi par cette voie des couverts végétaux. Donc, avec une association légumineuses-céréales. Alors ça c'est un autre sujet. Donc on peut le faire par les couverts végétaux, mais il y a aussi effectivement réintroduire les légumineuses dans la rotation par la voie des associations céréales légumineuses dont on va récolter le grain. C'est un sujet qui est beaucoup développé en élevage avec ce qu'on appelle les métailles pour assurer une autonomie alimentaire sur l'exploitation, qui est malheureusement et pas ou très peu développé quand il s'agit de récolter la graine pour quelque part être traitée derrière, donc industriellement. Mais effectivement, l'association céréales légumineuses permet de remplir beaucoup de répondre à beaucoup de sujets agronomiques et écosystémiques, et notamment les problématiques de développement des surfaces de légumineuses dans la sole française, puisqu'on a des vraies difficultés à produire avec les légumineuses en termes de résilience et de stabilité du rendement d'une année sur l'autre. On sait que par l'approche association céréales légumineuses, on a l'assurance au moins d'une récolte variable en termes de proportion, mais on a une assurance d'une certaine stabilité de récolte. Le frein au développement de ces légumineuses, c'est les débouchés? Alors, il y a les débouchés, mais moi je pense que le principal frein, c'est l'instabilité pluriannuelle du rendement. C'est-à-dire que quand on fait un blé, à 10% près, on sait ce qu'on va récolter. Voilà. Donc, quand on fait un protéagineux, on peut avoir une variabilité interannuelle qui est beaucoup plus importante. Donc, pour un agriculteur, même s'il y a des systèmes assurantiels qui se développent, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se projeter sur une production où on a un risque de rendement aussi important par rapport à d'autres cultures qui sont beaucoup plus stabilisées. Alors il y a la question des débouchés aussi, éventuellement, effectivement, quand le principal concurrent c'est le soja et qu'il y a une variabilité des cours aussi qui peut beaucoup évoluer d'une année sur l'autre, ça peut déstabiliser la rentabilité des productions françaises qui ne sont... Enfin, il y a du soja, mais ça va être surtout d'autres
protégés comme le pois et la févrole. Mais je pense que le principal frein, c'est vraiment cette instabilité interannuelle du rendement. Parce qu'on voit des filières qui se structurent. Alors, on est plus dans l'alimentation humaine, autour des légumineuses qui se structurent au niveau des territoires. Je pense à Fileg, à Lego. Donc, dans un contexte où on dit qu'on va avoir de plus en plus besoin de protéines végétales, il y a quand même. Alors oui, perspectives. ce sont des filières plutôt légumes secs dans ce cas. Hein. Donc on va être sur lentilles, pois chiches, haricots secs. Voilà. Il peut aussi y avoir un développement d'usage alimentation humaine aussi autour des pois et des févroles. Les filières sont en train de se structurer. Alors sous la pulsion forte des régions, hein, voilà, donc c'est une mise en réseau. Donc aujourd'hui, on est à la phase de structuration de ces filières. Le débouché progresse effectivement, mais je pense qu'il faut encore un petit peu attendre pour voir véritablement si on va avoir un développement fort de ces sujets. Et encore une fois, télescopé par les sujets qui ont été évoqués sur les 2 précédentes tables rondes, qui font que l'impératif de production peut venir encore une fois chahuter le développement de ces filières. C'est le fameux équilibre entre les cultures. Voilà. Et d'ailleurs, on a entendu beaucoup parler de marché, de régulation par le marché. Malheureusement, je crois que là aussi, l'influence du politique et de la réglementation imposée par le politique va être particulièrement structurante pour que ces filières puissent se développer. Puisque si on laisse faire que le marché, je crains que, encore une fois, Thierry Maumont a évoqué les plans protéines. Encore une fois, si on ne laisse faire que le marché, on voit bien que les plans protéines, ça ne suffit pas. Il faut une intervention puissante de la puissance publique sur ces sujets-là. Alors, quelles sont selon vous les principales impasses agronomiques qu'on doit lever aujourd'hui pour répondre aux enjeux sociétaux ? Alors les principales impasses agronomiques, encore une fois, on a évoqué Farm to Fork. C'est quel niveau d'intrant, d'intensification on met sur la culture, donc dans quelle mesure on doit s'en passer. La génétique permet de résoudre pas mal de problématiques. On le voit bien d'ailleurs, c'est ce que Michel Valliso a évoqué en termes de progrès génétique sur la résistance maladie, sur les céréales à paille. On a fait des gros progrès ces dernières années, donc on peut se passer de plus en plus d'intrants phytosanitaires. Alors la question effectivement de la fertilisation est de plus en plus importante, et les évolutions climatiques qui font qu'on a de plus en plus des accidents de fin de cycle, aussi bien sur les céréales à paille que sur les protégénieux, qui freinent et qui impactent les rendements. Voilà, donc ce sont des leviers importants à régler. Je crois que l'approche des mélanges, aussi bien interspécifiques qu'intraspécifiques, va nous permettre aussi de trouver des solutions pour nous apporter un peu plus de résilience en termes de production. Il y a pas mal de recherches qui sont développées actuellement sur ces sujets-là. Alors, on parle de recherche également. On a évoqué la méthanisation en début de table ronde. Est-ce qu'il y a des axes de recherche aujourd'hui en matière de création variétale, en termes de plantes qui seraient plutôt dédiées à la méthanisation ? Alors, je ne voudrais pas dire qu'il y a des recherches très importantes menées sur le sujet. On est plutôt sur... aujourd'hui, parce que c'est aussi un marché en émergence où l'investissement semences n'est pas si important que ça. Donc pour faire de la recherche, il faut acheter des semences parce que les semenciers, les obtenteurs, ils ont besoin de moyens pour pouvoir développer des recherches sur les sujets. Donc par contre, il y a effectivement, je dirais, dans la panoplie, dans la gamme des espèces et des variétés qu'on travaille, des options qui peuvent être activées, qui ne sont pas activées parce que le marché classique ne les utilise pas. On peut évoquer des plantes à cycle plus court, plus précoce par exemple. On a évoqué le seigle, le triticale, voilà, des espèces comme ça. Mais voilà, il faut aussi que, comme vous l'avez évoqué, que
le marché se structure un peu plus en termes réglementaires. Qu'est-ce qu'on cherche exactement pour véritablement s'engager dans un programme d'innovation, puisque la création variétale, hein, ça prend 10 ans. Donc c'est un marché qui est quand même relativement décisif, qui est vraiment nouveau. Donc on est plus aujourd'hui à mobiliser des pans de recherche classiques avant de véritablement s'engager sur des programmes de création variétale totalement dédiés sur ces sujets-là. Alors, on va revenir maintenant au sujet de la captation de carbone avec vous, Julien Bournaison. Aujourd'hui, quelles sont les solutions pour mieux capter le carbone? On a compris que c'était un enjeu fort aussi et qu'on attendait l'agriculture sur ce sujet. Oui, eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis agriculteur. À force d'entendre parler pendant des mois du carbone, j'ai décidé de faire un audit en fait pour savoir où j'en étais. Donc, clairement, mon audit n'était pas très bon de par les cultures qu'on produit. Et la deuxième partie de l'étude, c'était comment on fait pour améliorer notre captation de carbone. Donc on arrive à diminuer nos émissions de carbone globalement. On arrive à diviser par 2 par des changements assez importants quand même, dont pour ce qui nous concerne, l'augmentation de la biomasse dans les couverts, donc c'est-à-dire qu'on a besoin de couverts interculture, donc plutôt les sipans, qui produisent un maximum de biomasse et qui restent le plus longtemps possible en terre. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est tout ce qui est culture associée, en fait. Donc, c'est les 2 leviers qui nous concernent aujourd'hui, association des cultures plus augmentation de la biomasse. Voilà. Alors, concernant les couverts également, est-ce qu'il y a des attentes particulières par rapport au mélange? Alors je dirais que aujourd'hui chaque agriculteur fait à peu près son propre mélange parce qu'il faut qu'il soit adapté à la durée du mélange, enfin la durée de culture. Il faut qu'il soit adapté à la région. Par exemple, nous on est en terre de craie, donc on sait que de la févrole ça pousse pas, de la veste ça pousse pas, voilà. Donc on est obligé d'adapter à notre région. Adapter aussi pour faire le lien avec la première table ronde aux précipitations qui tombent ou qui tomberont pas suivant la période. Donc je dirais que chaque agriculteur aujourd'hui fait son couvert par rapport à ce qu'il estime bien chez lui. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué pour moi de faire des gammes de produits nationaux sur des couverts, parce qu'il faut que ça réponde aux attentes de chaque agriculteur. Donc on peut avoir des couverts qui démarrent le 15 janvier après un escourgeon et qui vont rester en terre jusqu'au 1er mai pour des pommes de terre par exemple. Et il nous faut aussi des couverts qui peuvent démarrer du 1er août jusqu'au 15 novembre si on veut faire des pois d'hiver derrière. Donc il faut une adaptation à chaque agriculteur en fonction de ses objectifs à chaque fois. Et les cultures associées, est-ce que ça permet également d'améliorer la captation de carbone? Alors oui, on améliore la captation de carbone. Le souci des cultures associées, alors ce qui se fait beaucoup, c'est les colzas associés, c'est qu'il faut que ça réponde à la fois à la captation de carbone, à la fois à un piège à insectes pour pouvoir diminuer notre impact environnemental avec moins de phyto. Mais comme on a beaucoup d'insectes sur le colza, il nous faut autant d'espèces qui puissent les capter qu'il y a d'insectes. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un pack complet qui répondrait à toutes les attentes. Alors, comment est-ce que la filière peut aujourd'hui s'organiser pour répondre à ces enjeux, qu'il s'agisse de l'amélioration des couverts, de la captation du carbone? Quelles seraient vos attentes par rapport à ça? Aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça passe par des analyses vraiment régionalisées en fait, de ce qui fonctionne adapté à chaque région, micro-région même d'ailleurs. Et c'est pour ça que je sais qu'il était difficile pour moi de trouver des gammes de produits nationales, des gammes nationales parce que ça ne répondra pas aux attentes de chaque agriculteur. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on achète individuellement notre moutarde, notre facélie, nos lentilles, tout ce qu'on veut, et on fait nous-mêmes notre mélange. Donc pour moi, il est difficile aujourd'hui d'avoir une gamme complète. Par contre, sur les cultures associées, là, on peut peut-être travailler un peu plus des packs complets, semences avec semences, je ne sais pas si on prend semences de colza, avec le couvert qui va avec, quoi. Voilà. Et des attentes particulières également en matière de création variétale? Je pense qu'on peut encore. Alors, je ne suis pas expert sur les différentes espèces qu'on n'a pas encore été chercher. Je pense qu'il y a de la recherche encore à faire là-dessus. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je parle toujours de ce que je connais donc dans la Marne, on était 100% moutarde, on ne se posait pas de questions. À 6 c'était de la moutarde. Après, le législateur nous a obligés
dans certaines conditions, à mettre deux espèces. Donc, on avait moutarde facélie, moutarde veste, moutarde... Voilà. Donc, au fur et à mesure, on commence à imaginer des choses qu'on n'imaginait pas avant. Après, de là à vous dire demain quelle sera l'espèce qu'on ne connaît pas encore qui sera nickel pour répondre à nos attentes, là, je ne peux pas vous dire. Peut-être que vous avez des réponses à apporter, Vincent Béguet. Non, mais je crois qu'il n'y a pas d'espèce miracle, hein, et je pense que l'approche mélange est la meilleure, puisque on va pouvoir résoudre différentes problématiques, différentes niches écologiques qu'on doit remplir dans le cadre d'un couvert par l'association d'espèces. Et c'est vrai que, par contre, ça demande une expertise régionalisée, effectivement, qui nécessite effectivement une expertise qui est pas si simple à acquérir. Mais bon, on a des organismes locaux qui peuvent le faire. Je crois que ça peut permettre justement de résoudre ça. Et la question de l'approvisionnement, de la chaîne logistique pour pouvoir s'approvisionner sur ces composants est pas si simple que ça, effectivement, à résoudre. Bien, merci messieurs. Il est temps d'avoir votre regard, Jean Gordier, sur ces échanges pour une dernière synthèse. Merci. Cette troisième table ronde aborde des sujets complémentaires, divers aussi, puisqu'on a traité d'énergie, de santé, voire de biodiversité, à un moment. On n'a pas évoqué un point dans cette table ronde qui concerne peut-être encore d'autres aspects, c'est la biochimie du carbone en termes d'usage des produits agricoles. Monsieur Berlizeau, dans un rapport CGER, parlait de l'efficacité alimentaire, c'est-à-dire d'essayer de travailler en termes de semences sur l'efficience alimentaire pour les animaux et pour les hommes. Donc, il y a des sujets encore importants et nouveaux que l'agriculture peut apporter. Mais enfin, ce que vous évoquez, l'impact sur l'énergie, la santé, la biodiversité, c'est déterminant. Alors, j'entends parler de semences, donc de science pour trouver les semences adaptées qu'il faudrait encore travailler par rapport à ces objectifs. J'entends aussi parler d'instabilité, enfin de volatilité des rendements qui ne facilite pas l'appropriation de production. J'ai entendu ça. Tout ça, c'est déterminant. J'ai entendu aussi le fait que l'action publique devait être soutenue pour arriver à des objectifs importants pour la collectivité. Et là, on touche en termes d'économie sur la valeur des biens communs. C'est-à-dire, on peut parler effectivement de la qualité de l'air, de l'eau, de vie, mais qui paye et qui accepte de payer pour cela. Là, on est en termes d'économie sur l'économie des biens communs, qui est le sujet des arbitrages dont on parle de plus en plus. Alors, on l'a dit dans le cadre de la première table ronde, et la deuxième d'ailleurs, les chocs que l'on voit sur le climat, sur la santé humaine, la santé des plantes, les chocs que l'on voit avec la guerre et les visions de pénurie alimentaire que le commun des mortels commence à envisager, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, fait que ces chocs fondamentaux vont changer la valeur du bien commun et donc réincorporer dans le marché des valeurs qui sont non commerciales. Voilà. Donc, je suis témoin, je ne suis pas devin. Et donc, les sujets évoqués dans cette table ronde sont extrêmement pertinents, extrêmement importants, et on verra comment les nouveaux arbitrages de la société vont permettre de les mettre en œuvre. Rien n'est gagné, mais là, j'aborde peut-être la conclusion générale. L'avenir est devant nous, c'est ça. Eh bien, justement, je vous invitais peut-être, avant de passer la parole à Thierry Beaumont, à venir peut-être apporter une synthèse des synthèses, votre mot de conclusion par rapport à tout ce que nous avons entendu au cours de ces 3 tables rondes. Alors, je vous laisse récupérer vos papiers. Et puis, puisque j'ai préparé 2 feuilles que voici, que j'ai bien sûr un peu préparé, mais que je vais compléter par tout ce qui a été dit et
d'important et de façon efficace par les personnes des 3 tables rondes. Donc, cette réunion se fait dans le cadre du CMAE, donc une interprofession. Donc, on s'adresse aussi bien à ceux qui sont dans la recherche pour l'obtention de variétés, ceux qui les multiplient, ceux qui les utilisent en tant que producteurs agricoles et ceux qui les utilisent en tant que filière de transformation. Donc, c'est une grande responsabilité de parler devant des personnes d'une filière complète. Alors, les 3 tables rondes sont extrêmement pertinentes et importantes parce que la première a traité de l'avenir du rendement agricole. S'il n'y a pas de rendement agricole, il n'y a pas d'alimentation, il n'y aura pas d'énergie, tout cela. La capacité à nourrir est importante. Les crises créées par l'homme, délibérément par l'homme, à travers les guerres, sont des chocs court terme. On parle de la guerre en Ukraine. C'est un épisode malheureux qui nous touche fortement actuellement, mais c'est un épisode de la vie humaine. Quand on regarde un peu l'histoire, c'est un épisode. On a évoqué en 3e table ronde le statut de l'agriculture, du statut commun, c'est-à-dire qui à la fois produit des gaz à effet de serre et puis qui également cherche à les réduire, régénératrice, comme il a été dit en première table ronde. Donc on a abordé des sujets fondamentaux. Alors comme je l'ai dit, je suis témoin d'un peu d'histoire, je suis le témoin de ces 3 tables rondes et ce qui va se passer demain, je ne peux pas vous le dire. Cependant, ma principale conclusion sur ces tables rondes, alors c'est un terme, j'allais dire, l'avenir est peut-être, la plante est peut-être l'avenir de l'homme. C'est-à-dire que si on ne travaille pas la plante, l'homme n'aura plus sa place. Et c'est là qu'une dimension qui a été longuement évoquée, c'est les temps courts et les temps longs. La science, c'est un temps long. Les chocs, les événements, ce sont des temps courts, y compris les chocs climatiques. Ça se passe cette année, le gel, tout ça. Le temps long, c'est autre chose. Il n'a pas été dit, mais j'ai lu cette vision des choses, c'est que demain, finalement, il va faire plus chaud. Il y aura plus de CO2 dans l'air. Donc si j'étais une plante, je devrais sourire. Avec un peu d'eau, bien sûr. Mais c'est pas que ça, comme ça je raisonne. Moi, je raisonne ma plante. Je suis une plante, je raisonne à court terme. Si j'ai pas de lumière au moment de la floraison, si j'ai pas l'eau au bon moment, si j'ai pas les chaleurs au moment, ça se passe mal. Donc le dérèglement, il est court terme. La science, elle est long terme. Et dans votre responsabilité d'interprofession, de CMAE, c'est de relier les deux, finalement. Et c'est une responsabilité immense que d'arriver à relier les deux, d'avoir l'intelligence, la capacité, les hommes pour le faire. Le risque climatique a été évoqué, je l'ai dit aussi, ce n'est pas le seul. Il y a les risques sanitaires, les risques liés à la demande sociétale de santé humaine, donc moins d'antibiotiques, moins de phyto, de biodiversité. Et ces risques sont à venir. Et la sélection devra porter également sur ces points-là. Alors, in fine, le citoyen, enfin le marché fonctionne bien, il fonctionnera bien. Où seront les arbitrages de la société ? C'est à venir, ça se passe devant nous, y compris par les élections. Donc c'est assez sujet d'actualité. Pour moi, à vous entendre, et de ce que je sais, en tant que témoin, c'est que la biologie, c'est la science de demain. Avec la biologie, on pourra faire énormément de choses. On n'imagine pas. On a eu des révolutions sur l'énergie, la machine à vapeur, sur la numérisation, tout ça c'est du passé, c'est la révolution de la silice, si je puis dire. Mais la biologie, c'est énorme. Moi, je suis encore sidéré par la vitesse à laquelle on a trouvé un vaccin contre une pandémie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et les clés s'ouvrent. Alors,
j'ai fait du grec dans mon bon vieux temps, puis j'ai toujours aimé la mythologie. Et Prométhée, lui, il a volé le feu aux dieux. Ça lui a valu lui, des désagréments, puisqu'il a été accroché, on lui a bouffé le foie pendant à vie, à perpétuité. Ben, l'homme vole le feu, et en termes de biologie, on va pouvoir faire des choses sans doute extraordinaires. Et je vous fais confiance pour y arriver, parce qu'on a bien besoin. On va faire les meilleures choses et sans doute la pire des choses. Toujours comme ça que ça se passe. Alors, les principes de précaution, c'est une bonne chose. Il ne faut pas en abuser. Il faut certainement savoir qu'on peut faire de mauvaises choses. Mais il faut certainement, vous avez la responsabilité de faire travailler la biologie en faveur des sociétés humaines. C'est ce qu'on a entendu. C'est demain que ça se passe. Donc c'est à vous de le faire. Donc la science, on l'a vu. Les temps, je viens d'en parler. L'arbitrage, on l'a longtemps évoqué. L'arbitrage de marché, c'est évident. L'arbitrage sociétal, c'est en cours et les choses vont le faire. Et le dernier point que je voudrais évoquer, on l'a évoqué aussi, c'est les territoires, le local. Le local, c'est tout simplement que l'agriculteur, c'est très bien. Il sait le mieux ce qu'il faut faire et comment le faire. On a eu même un témoignage à l'instant sur le bilan carbone, tout ça. C'est localement que ça se passe. Donc, votre interprofession, elle touche les agriculteurs et c'est le lieu où finalement la science peut rejoindre le local. Vous êtes à ce carrefour et c'est une énorme responsabilité de le réussir. Demain, les systèmes d'information géographique, la météo, des prévisions météo extraordinaires, l'impact des semences sur les périodes de floraison, sur l'adaptation à des cycles nouveaux qui arrivent, soit vous y arrivez, soit nous sommes dans la difficulté. Donc ma principale conclusion, c'est de dire bonne chance, travaillez bien et puis ayez du succès. Merci beaucoup, Jean Cordier. Merci, messieurs, également.